Merci, bonjour à tous. Alors j'avais préparé une intervention et puis hier soir j'ai rencontré Yannick Blanc et Philippe Hainaut pour préparer et échanger ensemble ce qu'on allait faire. Et du coup, pendant toute la nuit, j'ai dû recommencer et le faire en trois parties. Avec un professeur d'université, j'étais obligé de le classer en trois parties, trois sous-chapitres, etc. Enfin, très classique. Donc, non, plus sérieusement, je voudrais qu'on reparle un peu de ce scénario du rebond. D'abord dire que un scénario du rebond, c'est pas une prévision, c'est pas non plus une espérance, c'est pas une naïveté ou une posture délibérément optimiste. Le choix d'un rebond, c'est à la seule condition que toutes les parties y contribuent, y compris, et je le dirai dans la troisième partie, à quoi ça nous engage, nous, associations. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on sorte, pour certains, de la seule posture de réclamer au pouvoir public les modalités que nous voudrions voir améliorées dans le secteur au profit des personnes dont on s'occupe. Ça restera toujours une donnée extrêmement importante dans nos relations avec les politiques et avec l'administration sur l'application. Mais je pense aujourd'hui que le modèle associatif doit évoluer pour qu'il soit aussi beaucoup plus partie prenante, beaucoup plus innovant, peut-être revenir à nos origines, puisque Charles le rappelait avec beaucoup de justesse, les associations sont nées d'abord parce qu'ils ont constaté un problème, puis des gens se sont regroupés et bénévolement pour essayer de trouver des solutions à ce problème, pour interpeller les pouvoirs publics, pour innover, pour inventer. Et quand ils ont réussi cette invention, cette innovation, après, ils se sont retournés vers les pouvoirs publics en disant « Maintenant, c'est de l'ordre de la solidarité et c'est vous à prendre ça en charge au niveau financier et budgétaire. Et nous, on veut bien en assumer la gestion, la continuité. » Et donc, il faudra très certainement revenir à une posture proche de nos pionniers dans une adaptation d'un monde plus complexe et plus moderne. J'y reviendrai. Donc la démarche prospective, c'est d'abord et avant tout, et ça a été le fruit du travail pendant 2 ans, c'est un outil d'identification. Il faut identifier quelles sont les logiques, quelles sont les mobilisations à mener, quels sont les obstacles qui se dressent devant nous, puis en dernier point, et ce sera ma dernière partie, quels sont les leviers pour aboutir à cet objectif. Les scénarios que nous avons proposés, qui étaient le fruit de ces réflexions et que Charles vous a présenté très brièvement, je voudrais revenir un petit peu. D'abord, 5 scénarios, ils sont absolument pas cloisonnés. Bon, ils sont caricaturés, évidemment. En sociologie, on dit pour leur donner une identité, mais donc ils sont grossis, mais ils sont extrêmement, vous allez voir, perméable et que quel que soit le scénario que nous privilégions et celui sur lequel on se battra et on s'organisera, il faut savoir qu'il y aura obligatoirement des influences des autres scénarios. Le premier, évidemment, celui qui est entre guillemets le plus négatif, c'est la dislocation sociale. Ce scénario-là est déjà en marche. Et on ne l'arrêtera pas complètement, bien évidemment. Il est déjà en marche, on le voit aujourd'hui. C'est le problème de la sécurité qui devient le problème numéro 1, en tout cas des politiques, en tout cas des médias, et donc, quelque part, aussi de la population. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le sens d'abord de la population, puis des politiques, puis des médias. Je pense que des fois, il y a une forme assez perverse de mettre en avant des problématiques et de leur donner une proportion, une dimension qui est hors de celle de la réalité. Il n'empêche, il est là, et nous craignons évidemment aujourd'hui, d'une part, cette dislocation, parce que l'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, d'abord on cherche des responsables, on cherche des boucs émissaires, et c'est autour d'eux que tout se focalise. Et c'est aujourd'hui on a toujours du mal à dire un chiffre, mais
On pense qu'il y a 100 000 demandeurs d'asile, il y en a 30 à 40 000 qui sont acceptés aujourd'hui, et on voudrait nous faire croire que c'est les 30 ou 40 000 dans les 66 millions d'habitants qui sont en train de modifier toute notre société. C'est, je veux dire, on ne peut pas accepter ni intellectuellement ni humainement cette idée. Elle est fausse en plus. Évidemment, statistiquement, mathématiquement, mais sociologiquement, elle est fausse. Et donc, il est évident qu'il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter, surtout dans un débat. Vous savez que j'ouvre la parenthèse, mais quand on a vu que le colloque tombait, le congrès tombait en 2016, un an avant les élections présidentielles et législatives, on a regardé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 22 ans, puisque c'était un autre rythme. Et quasiment toujours, l'année avant les présidentielles législatives, le Congrès a tourné autour des propositions à émettre dans chacun des secteurs, au niveau législatif, orientation, etc. Et là, cette année, on y a renoncé. Non pas par découragement, non pas par le fait qu'on n'avait pas d'idée, mais on s'est dit, on connaît le scénario, on fait des propositions, on a une écoute très importante des partis politiques, en gros ils retiennent 65-70% des propositions, puis la deuxième lame du rasoir, c'est le candidat qui dit « je ne me sens pas tenu par toutes les promesses, je vais en sélectionner une partie ». Puis il y a une troisième lame du rasoir quand le président ou le gouvernement est nommé, qui est de dire « attendons, on est d'accord sur les objectifs, mais il y a une réalité économique qui fait que de 70, on était descendu à 35, là on est en train de descendre à 10-15%. Et puis alors aujourd'hui, on a cette j'allais dire, pression énorme qui est de dire « écoutez, étant en crise financière, budgétaire, rembourser la dette, on peut garder les objectifs, mais on n'a plus de moyens. » Et donc, tout le travail qui aura été élaboré sur l'identification des besoins, sur une perspective d'évolution, eh bien tout tombe à l'eau parce que, alors pas complètement, soyons pas pessimistes, mais quand même, on a quand même beaucoup de déceptions. Et les 2 derniers mandats, comme ça m'évite d'être trop politique dans le partisan, les 2 derniers mandats sont extrêmement marqués par cet aspect-là des choses, avec des lois au titre extrêmement intéressant, avec des objectifs appréciables et avec des modalités qui sont très très loin de la réalité, très 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 loin des besoins. On peut parler de la loi d'accompagnement au vieillissement, on peut parler on verra sur l'égalité et citoyenneté, mais la loi sur la santé. Il y a des aspects très positifs. Et en plus, le secteur associatif et l'UNIOPS et l'URIOPS y ont contribué, pas seuls, mais y ont contribué. Donc ne mésestimons pas ce travail-là. Mais globalement, c'est très décevant. Et globalement, ce qui est encore plus surprenant et décevant, c'est qu'on ne trouve pas d'adéquation entre la loi, l'orientation, les affirmations, on ne le retrouve pas dans la loi de finances qui suit. On voit même le contraire, c'est-à-dire quand sur la santé, on dit que un des plus importants, c'est la prévention des maladies, par exemple, ou des problèmes addictologiques, et que vous voyez que dans la loi de finances, c'est une diminution de 20% des crédits qui sont attribués, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il fallait qu'on change, nous, notre façon d'interpeller et de voir l'orientation politique et notre stratégie en disant arrêtons de demander, de lister, de faire notre playlist de choses qu'il faudrait faire et reprenons à l'envers. Faisons 2 choses, c'est-à-dire quel type de société on veut, quelles valeurs on va défendre et quel engagement, nous, on va prendre déjà à ce niveau. Après, il faudra pousser les pouvoirs publics, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, à le faire. Mais nous aussi, notre engagement, on ne va pas être en situation d'être en dessous du sablier. Il faut qu'on soit en posture de développer, de défendre, d'innover. Je laisserai Yannick
parlait de l'innovation, ou Philippe, justement des modalités de relations, de co-construction avec les pouvoirs publics, mais il faut y prendre notre part. On ne peut pas être seulement dans un système ou défensif ou simplement à attendre que ça se passe. Or, c'était ça le deuxième scénario, celui de l'inertie ou du compromis permanent. C'est-à-dire, en gros, on ne bouge plus. Et en plus, en France, ça marche très bien, on ne bouge plus. Parce que dès que vous voulez bouger quelque chose, ça remue de partout, ça une levée de bouclier extraordinaire, et on a l'impression que, ah non, n'ouvrons pas la boîte de Pandore, on va laisser ça comme ça, pour le moment ça a l'air calme, etc. Et il y a plein de modalités comme ça. Vous voyez bien la loi sur la famille, la loi sur le travail. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la loi sur le travail, mais ceux qui, aujourd'hui, j'allais dire, et pour certains à juste titre, moi il y a des aspects qui me dérangent aussi dans la loi travail, mais en gros, il faut savoir que ce qui est proposé dans la loi travail, s'il y a une alternance politique, c'est le 10e de ce qui est proposé dans les programmes aujourd'hui, qui seront changés, modifiés, etc., mais c'est le 10e de ce qui sera en modification sur le travail dans l'alternance politique que nous sentons venir. Donc il faut absolument qu'on arrive à relativiser, qu'on arrive à prendre de la hauteur. Nous sommes dans la politique. Nous ne sommes pas dans les partis, nous ne sommes pas en tout cas pas à titre professionnel et associatif, mais nous sommes dans la politique dans le sens noble du terme, de la vie de la cité. Et donc on doit y contribuer. Et le secteur est extrêmement important. Et le secteur est d'autant plus important, le secteur associatif de solidarité, et Charles l'a très bien expliqué, quand tout bouge un petit peu, quand on est déçu j'allais dire, d'une gouvernance politique, quand les syndicats ont du mal à vivre leur évolution, quand les grands corps intermédiaires s'affaiblissent pour une raison ou pour une autre, et il reste un corps très important qui est celui de la proximité, qui est celui du service, qui est celui du lien de solidarité et du vivre ensemble, c'est le secteur associatif. Donc du coup, ça nous donne une responsabilité extrêmement importante et il faudra l'assumer et il faudra y compris modifier nos propres modalités de gouvernance, d'initiative et nos relations dans cette idée de co-construction que sûrement développera Philippe tout à l'heure. Le troisième, donc là encore, c'est un scénario, l'inertie ou compromis permanent, que ça durera aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas le scénario qui est choisi, c'est celui qu'on se battra, mais il y aura obligatoirement de ces aspects-là qui vont interpénétrer les autres scénarios, quel que soit celui qui sera, j'allais dire, développé et défendu à partir de l'année prochaine. Le scénario de la gestion, là, on est en plein dedans. Hein. Je veux dire, c'est même caricatural, c'est-à-dire que on a l'impression que autant les efforts budgétaires, les efforts de rigueur, l'amélioration est quelque chose qui était sans doute un peu éloigné il y a 20 ou 25 ans du secteur associatif, qui est complètement rentré dedans, qui a même été accepté. Enfin, je veux dire, on n'est pas naïf à croire qu'on vit dans un monde de bisounours à côté d'une société qui évoluerait ou qui serait en crise. Donc, évidemment que les associations ont déjà intégré cette idée de gestion. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Ma grand-mère, elle disait, on ne rase pas un tondu. Et à un moment donné, on a l'impression que ça y est, on a été tondu. Donc, si on continue de nous raser, on va couper la peau. Il n'y a pas trop de chauves dans la salle. Souvent, quand je dis ça, j'ai des regards méchants d'une ou deux personnes qui remettent leur casquette. Mais c'est la réalité. Et à un moment donné, il faut qu'on puisse dire stop. Il faut qu'on puisse dire, et ça a été une des leçons du Congrès, il faut qu'on puisse dire non. Ça y est, on a atteint le plancher. On a atteint le niveau bas. Si on baisse notre prestation d'accompagnement, d'aide et de soutien aux personnes dont on s'occupe, il sera altéré. Et ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit. C'est notre éthique, c'est notre vocation, c'est notre force. On ne peut pas toucher à ça. On peut améliorer plein de choses, on peut rationaliser, etc. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas baisser. Et je pense qu'on est proche de ce plancher et il faudra s'en défendre.
le quatrième scénario qui était la critique sociale, c'est celui qu'on sent venir, y compris dans certains partis politiques, c'est-à-dire, bon, on partage l'analyse que vous venez de développer, on est sur des modifications, il faut critiquer, il faut changer. En plus, on est très fort dans la critique et puis dans ces dispositions en France, il n'y a pas de problème. Et tant mieux, parce qu'on est beaucoup moins que d'autres pays qui sont moins en réaction. Mais on ne sent pas la vague de fond. On ne sent pas de leader charismatique, ni dans la politique, ni dans le monde associatif, qui soit capable d'entraîner tout ça. La dernière fois que j'en parlais, on me disait, est-ce qu'on va devoir ressortir un abbé Pierre comme en 1954 qui a modifié cette évolution sur un domaine précis qui était le logement et un peu la lutte contre la pauvreté. Et est-ce qu'on a besoin ? Sans doute. Aujourd'hui, vu la configuration, vu les médias, c'est difficile d'arriver à le faire sans leader charismatique. En tout cas, c'est le cinquième scénario qu'on a retenu, qui est le scénario du rebond. Alors, il consiste en quoi le scénario du rebond ? Il consiste dans des dynamiques sociales qui sont mobilisées et pratiquement tout en même temps. Charles évoquait à juste titre les réactions de attentats, post-attentats, Charlie, etc. On sent que potentiellement la société française a besoin de réagir et dans ces moments-là est capable d'une solidarité, d'une amélioration du vivre ensemble, d'une baisse de tension extraordinaire. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est plus émotionnel et qu'on a du mal à l'organiser après, à le retenir. C'est aussi une leçon pour nos associations, c'est-à-dire que ces mouvements spontanés, ces collectifs, c'est extraordinaire. Nous non plus, on n'a pas su, ou que partiellement, les intégrer, ces jeunes qui se sont, j'allais dire, créés des dispositifs avec les médias sociaux, de dynamisme, de mobilisation, etc. On a l'impression que c'était parallèle, que notre société, y compris nos associations, on n'a pas su, j'allais dire, voilà, comment les raccrocher, alors que c'est fondamental, que c'est extrêmement intéressant, que c'est aussi, j'allais dire, existentiel au secteur associatif. Il faudra renouveler, il faudra réinventer, j'ai aucun problème, d'autant que j'en suis, que les gouvernances associatives sont encore majoritairement des personnes à la retraite. C'est normal, elles ont plus de temps, de disponibilité. Pour certaines, je ne parle pas pour moi, elles ont gardé tout leur potentiel intellectuel. Mais il faut qu'on arrive quand même à renouveler, il faut qu'on arrive à insuffler du sang neuf. Et tout le monde le sent. Je ne parlerai pas de tout cet appel à bénévolat. On a le représentant numéro 1 ici avec la présence de Yannick Blanc, mais on sent bien que cette mobilisation, ce besoin d'engagement, il faut le prendre en compte. La réserve citoyenne, il y a le service civique, il y a 2-3 dispositifs encore qui se mettent en place et qui démontrent que voilà, ça prend, mais il faut l'organiser, il faut l'orchestrer. Il ne suffit pas de dire voilà, j'ai besoin de bénévoles, l'association, on sait ce que c'est, mais où j'ai besoin d'une réserve citoyenne, où j'ai besoin de dispositifs pour pouvoir renforcer, et puis avec de bénévolat. Il faut encadrer, il faut aider, il faut accepter que ce soit sur un modèle un petit peu différent et qui ne soit pas la reproduction de tout ce qu'on connaît, puisque s'ils n'étaient pas venus dans ces aspects-là, c'est qu'ils n'y trouvaient pas totalement, alors peut-être pas les moyens, mais pas totalement leur compte. Donc il faut accepter cette ouverture-là. J'empiète pas plus parce que Yannick ne va pas être content que si je lui casse son intervention. Mais donc on l'a vu en termes attentats et post-attentats. On l'a vu aussi en situation internationale. Je veux dire, la première problématique des migrants, c'est tout le monde s'insurge des images qu'on voit à la télé. Tout le monde s'affole de voir que des gens traversent la Méditerranée et que 10% d'entre eux, ils y restent. Tout le monde est extrêmement ému quand on voit le petit Dylan sur la plage. Même moi, je vous jure que même en parler, j'ai encore les larmes aux yeux. J'ai un petit-fils qui a exactement le même âge, et
Ça m'a touché de façon extraordinaire. J'ai dit, c'est pas possible. On a atteint la limite. C'est aussi la force de l'image. Et on était dans une dynamique positive. Il faut les accueillir, il faut les accepter. L'Allemagne le fait à grande dimension, pour des raisons différentes, dans un contexte différent, etc. Et nous, très vite, on a bien vu que l'aspect politique a pris le dessus. On s'est engagé pour 30 000. Vous savez combien il y a de millions de réfugiés dans le monde? Vous savez combien il y en a au Liban, qui est un pays extrêmement pauvre? Vous savez combien il y en a en Turquie? Et nous, on est en train de râler parce qu'on trouve que 20 ou 30 000, c'est trop. Et vous voyez bien qu'on a la dynamique positive qui s'est créée, l'émotion, etc. On n'a pas su, j'allais dire, la consolider et on a laissé la place à un parti politique, mais pas seulement. Il a eu de l'écho, il a influencé, évidemment, que ça joue, que des partis, j'allais dire, protectionnistes jouent, surtout en période de crise. Mais globalement, même nos politiques, de quelque bord que ce soit, n'ont pas eu ce courage de dire « si, ça, il faut le faire ». Et ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre richesse, ça fait partie de notre histoire en France. On préfère que la France, elle gagne. Manque de bol, elle a perdu en finale. Mais quand vous regardez la composition, vous voyez bien que c'est pas tous des Gaulois, comme disent les jeunes des banlieues. Vous voyez bien que la diversité, la mixité, elle est arrivée. On le voit bien dans le travail social, cette mixité, elle est arrivée. Quand vous essayez de voir dans les entreprises, cette mixité-là, elle est difficile. Quand on essaye de voir sur les politiques du logement, cette mixité-là, elle est difficile. Or, c'est une force. Et pour le moment, on analyse comme un problème, alors que c'est une force considérable. C'est à nous de le dire. C'est nous, associations, qui sommes en capacité de... Vous savez que le secteur associatif, avec l'UNIOP, c'est 750 000 salariés. C'est 1 million de bénévoles. C'est un poids énorme. Si on est capable d'être fort, si on est capable d'avoir un discours commun, bien sûr que nous aussi, les politiques, ils vont se dire « Oh, attention !» il y a une vraie volonté, il y a une vraie force qui nous pousse à faire quelque chose. L'abbé Pierre disait toujours, on a les élus qu'on mérite. Et oui, bien sûr. Donc il faut montrer notre force. Et c'est pour ça que le scénario du rebond, c'est un scénario aussi de consolidation du secteur associatif. C'est une invitation à parler en commun, à avoir des valeurs qui sont suffisamment fortes pour qu'elles fédèrent toutes nos associations, au-delà des problématiques et des secteurs qui peuvent être un petit peu différents. On peut avoir de l'espoir. La COP21, on verra ce que ça donne, mais on voit bien qu'à un moment donné, quand le sujet devient extrêmement préoccupant, on arrive à pousser les politiques, y compris de pays qui étaient totalement hostiles. Eh bien, le poids énorme que fait la pression populaire puis médiatique fait qu'à un moment donné ça bouge, même dans des pays qui se disent que leur démocratie n'est pas liée à la pression populaire. Donc ça veut dire que c'est possible. On voit bien que on le sent aussi dans notre secteur, dans l'émergence d'un secteur économique un peu nouveau, peut-être autour de l'économie sociale et solidaire, mais la silver economy, l'économie de partage qui est en train de prendre sa dimension, la robotique démocratisée qui est un vrai espoir, la valorisation des circuits courts dans l'aspect agricole, rural ou horticole qui peut être aussi une source d'une vision économique un peu différente dans lesquelles nous, associations et aussi les populations défavorisées dont on s'occupe peuvent avoir un vrai créneau. Pour ça, il faudra que dans le gouvernement, on ait aussi des changements. C'est-à-dire qu'on arrête de voir le ministre des Affaires sociales, le ministre du Logement ou de l'Éducation comme des ministres dépensiers, et donc moins nobles, et que les autres sont beaucoup plus importants, l'économie, l'industrie, etc., parce qu'ils produisent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, à l'inverse, ce serait compliqué, bien évidemment, de partir seulement du social et après de dire on verra comment l'économie suit. Mais l'inverse, c'est une vieille théorie que Adam Smith a développée, de croire que quand l'économie ira bien, tout ira bien derrière parce que ça déclenchera. On sait que c'est pas vrai.
On sait que ce n'est pas vrai. On a maintenant 150 ans derrière nous pour montrer que ça ne se passe pas comme ça, voire même plus ça se développe, plus les inégalités se creusent. Donc on peut même avoir non seulement des doutes, mais même des certitudes que ce n'est pas obligatoirement le modèle. Donc il faudra repenser la protection sociale aussi. Elle a été conçue après-guerre sur un dynamisme extraordinaire, sur une solidarité. On voit bien que le modèle, l'idée doit rester, mais le modèle économique doit évoluer, bien évidemment. Et parce que si on ne le fait pas, le côté libéral va nous l'imposer. Et s'il nous l'impose, on sait comment ça va se passer. C'est-à-dire que la protection ne sera liée qu'au solvable. Et donc on aura une protection pour les gens qui peuvent se permettre d'avoir cette protection. Et ce qui sera de l'ordre de la solidarité, donc pour les plus démunis, eh bien, elle sera toujours restreinte et chaque coupe budgétaire sera concernée, alors que ceux qui ont les moyens de se payer cette protection, vous voyez bien le débat du modèle américain qui c'est caricatural, mais qui fonctionnait un petit peu comme ça, et qui ne fonctionne plus. Quand vous avez des dizaines de millions sous le seuil de la pauvreté qui n'ont pas de protection sociale, ça ne marche plus. Mais ça fait 8 ans que le président qui l'avait mis dans son programme n'arrive pas à le faire adopter par son Parlement ou de façon limitée. Et c'est encore dans le débat actuel entre Trump et puis Hillary Clinton. Donc vous voyez que c'est quand le modèle, quand le pli est pris d'un libéralisme et d'une individualisation, c'est revenir au collectif est compliqué. Donc ne lâchons pas, nous, le collectif qu'on a su créer comme certains pays, en particulier les pays du Nord, qui sont absolument indispensables. Ça veut dire aussi que dans ce scénario, c'est les innovations qui sont privilégiées. Là aussi, j'en dis pas plus, c'est tout le thème de Yannick, mais ça veut dire que il faut qu'on arrête de réfléchir. Alors, en plus, les modalités juridiques nous y imposent un petit peu, mais on a plus en plus remplacé cette initiative par maintenant des appels à projets ou des appels à concurrence. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de savoir quel est le besoin, comment on analyse, qu'est-ce qu'on propose. On pense que c'est obligatoirement ou les politiques ou l'administration qui ont vu ce qu'il fallait faire et qui disent maintenant, voilà ce qu'il faut faire, on fait un cahier des charges, à vous de le remplir. C'est ce qui se passe depuis 2008, c'est catastrophique. Alors évidemment, c'est lié à la concurrence, c'est de l'émulation, ça c'est positif. Par contre, ça éteint les aspects innovants si on ne leur laisse pas un créneau justement et fort. Or, c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Là encore, j'en dirai pas plus parce que Philippe va le développer, mais les entreprises aujourd'hui se disent la vraie porte de sortie d'évolution, c'est l'innovation. C'est pas seulement la production, c'est l'innovation, c'est les relations humaines, c'est-à-dire le RSE, mais aussi c'est l'innovation. Et c'est seulement ceux qui ont vu ça, qui l'auront anticipé, qui sortiront de la mêlée qu'on va voir. Alors je terminerai par, je suis encore dans les temps, par les leviers. Les leviers qui se présentent à nous. Bien sûr, la cohésion sociale, ce lien entre solidarité et fraternité, qui est sans doute le mot le plus oublié des trois thèmes de notre emblème républicain. Liberté, on voit bien, il y en a même qui voient plus que bien. Solidarité, on voit qu'elle est malmenée, mais les gens y tiennent. Fraternité, on a l'impression que c'est presque de l'ordre du religieux au lieu de l'être de l'ordre républicain. Non, c'est une devise républicaine, la fraternité. C'est le fait d'avoir, en plus de la solidarité qui peut être collective et qui peut aider les personnes, c'est de le faire avec son voisin. C'est de le faire avec celui qui est à côté de soi, sans obligatoirement penser à quelle religion il appartient, de quelle couleur il est ou de quelle nationalité il est. C'est le frère dans le sens de voisin qu'il faut comprendre. Et peut-être religieux, mais ça, c'est chacun y met ses propres conceptions. La fraternité n'est pas que religieuse, elle est aussi laïque et républicaine. Il faut bien sûr une transformation des politiques publiques. Je parlais de la protection sociale qui a été conçue à l'après-guerre comme réparatrice. Maintenant, il ne faut plus qu'elle soit seulement réparatrice. Il faut qu'elle soit anticipatrice. Il faut qu'on travaille la prévention. La prévention en France, c'est vraiment un domaine extrêmement faible, extrêmement modeste, qui a tout de suite, dès qu'il y a des coupes budgétaires, on fait sur la prévention. C'est absurde.
C'est absurde parce que ce qu'on ne fait pas en prévention, ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher après. On va ouvrir 10 000 places de prison. On aurait pu très bien améliorer la prévention. On va ouvrir des centres de déradicalisation. On aurait pu l'anticiper et faire de la prévention. Une journée d'hôpital coûte extrêmement cher sur les conséquences de la dictologie, par exemple. On aurait pu améliorer la prévention et tout ce qu'on gagne en amont, on ne le paye pas en aval. C'est-à-dire que même sur un point de vue économique, je parle sous le couvert de Philippe, qui est beaucoup plus compétent que moi, mais même sur l'aspect économique, c'est une aberration de ne pas améliorer la prévention et de pas anticiper, et d'avoir toujours derrière à payer plus cher la réparation. Donc, participation, innovation, investissement, c'est des mots qui doivent rentrer intégralement dans notre langage, dans notre façon de faire et dans notre ADN association. Ce n'est qu'un retour à nos origines. Là encore, j'ai dit que je n'insistais pas pour laisser Yannick le développer. Je pense que le scénario d'Urbon, c'est aussi la mise en place d'une intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est celle que nous, on peut avoir ensemble au niveau associatif, mais c'est celle qu'on peut avoir, et c'est pour ça que je parlais de co-construction avec les pouvoirs publics, et c'est celle, et là on a un gros effort à faire, avec le public, avec les personnes dont on s'occupe. Ce qui a été fait était génial il y a 50, 70 ans, de faire pour des personnes handicapées, pour des enfants maltraités, etc., pour des familles défavorisées. On a fait. Après, on a fait pour et on a développé ça. Maintenant, il faut qu'on fasse avec. C'est ça l'évolution. Il faut qu'ils aient leur mot à dire, y compris jusqu'à la gouvernance, y compris jusqu'à la décision. Il ne faut pas la personne caution qui représente le public en difficulté ou le malade ou la famille en détresse. Il faut qu'ils soient impliqués dans ces politiques. Et donc, si on veut qu'ils soient impliqués dans ces politiques, il faut que nous, associations, on réfléchisse à comment on les implique dans notre organisation, pas seulement pour le service qu'on va leur rendre, mais aussi dans l'évaluation des besoins, la délimitation des besoins, son évaluation et la prise de décision. Et ça, pour certains, ce sera une révolution, mais il faut la faire. Il faut la faire. Je ne peux que nous y engager à le faire collectivement, bien entendu. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que tout ça ne se fera pas sans un ancrage territorial. Et c'est paradoxal, c'est au moment, alors vous n'êtes pas concernés, mais c'est au moment où on agrandit les régions, où on les passe des petites régions de 2, 3, 4 départements à des régions de 8, 9, 13 départements, avec des éloignements parfois de 500 km. C'est au moment où c'est une forme de rationalité qui a quelques avantages, hein. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on risque d'éloigner la problématique de proximité. On risque d'éloigner justement ce souci et ce besoin des associations d'avoir, et du public, et avant du public et après des associations, d'avoir ce lien de proximité. Parce que plus on s'éloigne des organes de décision, du pouvoir, moins on se sent concerné, moins on se sent impliqué, moins on se sent respecté. Et donc, électoralement, vous voyez bien où prospère, par exemple, l'extrême droite. C'est jamais par hasard. C'est jamais par hasard. C'est bien là où des gens se sentent ou menacés ou en difficulté et qu'ils écoutent, qu'ils sont beaucoup plus perméables à un discours qui rappelle l'ancien temps qui était toujours meilleur avant, etc. Et qui prend l'évolution comme un risque au lieu de... Et donc il vaut mieux résister ou revenir en arrière que prendre le risque d'évolution parce qu'elle est menaçante. Et donc ça c'est une réflexion qu'on doit intégrer. C'est un enjeu énorme. C'est un enjeu, la protection sociale, je vous rappelle, c'est 715 milliards d'euros, c'est le tiers de notre PIB. Vous voyez bien que le levier, il est absolument extraordinaire. C'est aussi pour ça qu'on ne doit pas accepter le discours qui est en train de monter et qui va être un des enjeux des élections présidentielles à venir, la confusion systématique qu'on nous fait porter entre assistanat et assistance. L'assistance est un devoir. L'assistance est un mode de vie. L'assistance est un choix de société. L'assistanat, moi, je suis contre.
Mais la confusion entre l'assistanat, c'est le côté dérivé, difficile, sur lequel il faut se battre évidemment, mais c'est une infime proportion. Et on essaye dans la confusion du discours assistanat et assistance, on essaye de nous faire des économies et des visions différentes de la solidarité sous ce prétexte d'assistanat. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, on doit se battre pour ça. C'est pas viable. Je l'ai dit, les deux hommes politiques qui devant moi ont parlé d'assistanat, j'ai dit, c'est pas bien ce que vous faites parce que c'est de la démagogie. Vous utilisez un petit pourcentage, comme vous savez, on fait sur les fraudeurs. Il y a toujours dans un système des effets pervers et des fraudeurs. Et on essaye de démonter le système sous prétexte qu'il y a 2 ou 3% de fraudeurs. On ne peut pas faire comme ça, évidemment. Et nous, on doit s'en défendre. On doit accepter l'idée de fraudeur et donc de contrôle et puis de sanctions. Mais ne changeons pas le système sous le prétexte des 2 ou 3% qui le sont. En tout cas, j'ai fini. J'étais juste à la fin. Je me doutais que je me ferais censurer. Hein. Je suis à Marseille. Les ch'tis, ils ont toujours été censurés ici à Marseille. Non, je plaisante. Je voulais juste dire, la vigilance qu'on doit avoir, c'est que la protection sociale, qui est un des modèles et qui est une originalité de la France, elle a servi d'amortisseur social extraordinaire pendant les années de crise. Alors effectivement, et Charles le disait très bien, le problème, c'est qu'une crise, normalement, c'est un début, c'est une fin, et là, on n'en voit pas la fin. Mais ce n'est pas parce que les amortisseurs commencent à être un peu usés, en tout cas commencent à être en difficulté, qu'il faudrait supprimer les amortisseurs. Et si on en est dans une situation moins difficile que certains pays, et je le sais pour avoir fait quelques comparaisons européennes, c'est aussi parce qu'on avait un système de protection et des amortisseurs extrêmement performants, et que nous avons, et je termine là-dessus, un rapport à l'économie qu'il faut sans doute réfléchir de nouveau, pas seulement économie sociale, mais le rapport à l'économie, l'influence néolibérale qui inspire certains de nos concitoyens, qui inspire quelques partis politiques, qui inspire beaucoup de pays de l'Occident. On n'est pas obligé de la subir intégralement, ce néolibéralisme. On peut y mettre cette valeur fondamentale qui est le respect de la dignité humaine. Merci.